L'histoire commence dans une ruelle sombre où deux types traînent et l'un d'eux crache nonchalamment par terre. Juste après, notre gars passe devant eux en pensant à quel point son quartier est bruyant et sale tous les jours. En plus de ça, sa maison n'est qu'une minuscule chambre sur le toit de Sangpyeong. Et voici notre protagoniste, Bong Joon-hyuk, qui mange encore des ramen pour le dîner ce soir. La raison pour laquelle il travaille si dur sans jamais économiser est une énorme dette qu'il doit rembourser, même si cela signifie vivre dans la pauvreté. Tout en aspirant ses nouilles, il pense qu'il n'a aucune compétence particulière ni un avenir brillant devant lui. Mais alors qu'il se lamentait sur sa vie médiocre, un écran bleu est apparu juste devant son visage. Les yeux brillants d'une lueur bleue, notre héros est en état de choc total, des nouilles pendant encore de sa bouche. Il est tellement effrayé qu'il finit par recracher toute la nourriture qu'il mangeait. Toujours confus par la situation, notre gars se demande ce qu'est même un éveil. Un éveil est comme une bénédiction, et si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez complètement changer de vie. Cependant, vous ne pouvez profiter de cette chance que si vous parvenez à rester en vie, car entrer dans la tour est extrêmement dangereux. À l'intérieur, vous pouvez être déchiqueté par des monstres terrifiants ou mourir de froid ou de chaud dans des environnements extrêmes. Se faire tuer par le poison est aussi l'une des options disponibles. Et bien sûr, se faire écraser par un piège, etc., ce qui est un peu un problème car notre héros évite généralement la confrontation si possible. Il évite les situations dangereuses et a vécu ainsi pendant 25 ans. C'est pourquoi il se demande si c'est un véritable éveil ou s'il était simplement fatigué et s'est assoupi. Alors pour éclaircir les choses, il décide de crier à haute voix pour sa fenêtre de statut. Et sur son écran de statut, il est écrit que son affiliation est noire et que son trait est l'invocation de niveau maximum. Avec ça, Bong Joon-hyuk réalise que ce n'était pas un rêve et commence à s'interroger sur sa nouvelle capacité d'invocation. Il s'avère que chaque personne éveillée obtient une capacité spéciale appelée trait, et les types varient beaucoup, allant de l'utilisation d'épées et de boucliers à devenir géant ou guérir des blessures. Parmi tous, le trait d'invocation permet d'utiliser des êtres comme des esprits et des bêtes fantomatiques. En gros, c'est une capacité qui vous permet d'utiliser des types spécifiques de créatures invoquées. Notre gars se demande alors quel genre d'invocateur il est et décide de tester une compétence qui a l'air cool. Alors il tend la main et essaie d'utiliser sa capacité d'invocation pour la première fois. Mais il se sent un peu maladroit et décide d'essayer l'invocation aléatoire, qui semble plus facile. Cependant, rien ne se passe et notre protagoniste reste là, avec un air totalement confus. Un instant plus tard, il se gratte la tête et se souvient qu'on ne peut pas utiliser ses capacités en dehors de la tour. C'est parce que les capacités d'un joueur, y compris ses compétences, ne sont valides qu'à l'intérieur de la tour. La seule exception est la fenêtre de statut. En dehors de la tour, un joueur n'est pas différent d'une personne normale. Notre gars se sent complètement idiot car c'est du bon sens si on cherche un peu en ligne. Il abandonne donc l'idée puisqu'une compétence ne devrait de toute façon pas fonctionner en dehors de la tour, mais soudain, un écran bleu apparaît devant lui, initiant l'invocation aléatoire. L'œil de Bong Joon-hyuk se met à briller et il est complètement déconcerté par la situation tandis qu'un grand cercle magique violet apparaît devant la porte de sa petite chambre. De l'intérieur de ce portail, un homme mystérieux aux cheveux roux commence à flotter. Notre héros reste bouche bée, se demandant pourquoi sa compétence a réellement fonctionné. Et à sa grande surprise, la créature invoquée est une personne qui le salue avec un sourire. Bong Joon-hyuk n'arrive pas à croire que l'invocation a fonctionné en dehors de la tour, et qu'en plus elle a fait venir un être humain. Soudain, John Corsac se met à renifler l'air avec une expression très sérieuse, mais ce n'était que l'odeur des ramens, et il s'excite en demandant à en goûter un peu. Notre protagoniste regarde le type dévorer ses nouilles en pensant qu'il vient d'invoquer une sorte de pique-assiette, et le gars mange avec une telle avidité qu'il aspire toutes les nouilles d'un seul coup. Après, il se plaint que les ramens sont épicés, mais notre héros trouve ça étrange car c'était une saveur douce. Mettant cela de côté, notre protagoniste se demande comment la compétence a fonctionné et pourquoi elle a invoqué un humain. Alors il ouvre la fenêtre de statut et découvre qu'il peut invoquer des humains de différents rangs. En plus de ça, ces rangs fonctionnent comme dans un de ces jeux gacha où il faut beaucoup de chance. Juste après, une nouvelle notification apparaît concernant les 3 principes de l'invoqué. Le premier est de protéger l'invocateur, le deuxième est d'obéir, et le troisième stipule que la protection passe toujours en premier. Pendant ce temps, le type boit tout le bouillon, et Bong Joon-hyuk pense que l'obéissance absolue semble plutôt cool. Le catalogue révèle que le nom de l'invoqué est John Corsac, un assassin super rare de rang SR. Soudain, un flot d'informations sur John envahit la tête de notre gars, lui donnant mal à la tête. Ses yeux brillent d'une lueur bleue alors qu'il commence à avoir une étrange vision. Dans cette vision, il voit une personne tomber de très haut dans un portail violet. La personne continue de tomber la tête la première vers un petit point noir tout en bas, mais John Corsac fonce à toute vitesse vers le type qui tombe. Et le garçon dans les airs semble surpris de voir que quelqu'un vient le sauver. Dans la vision, notre héros voit John Corsac sauter au milieu de plusieurs ennemis, et il réalise qu'il regarde le passé de l'assassin alors qu'il se bat courageusement. Mais après le combat, il ramasse un ruban rouge et se prépare à quelque chose. Puis il fait un cadeau vraiment bizarre, ce qui est exactement la raison pour laquelle les gens le traitaient de psychopathe. Avec un sourire étrange sur le visage, il a l'air très fier de ce qu'il a fait. La vision se déplace ensuite vers un manoir sombre où son seul échec a eu lieu. À l'intérieur,
la cible de l'assassinat était tranquillement allongée dans son lit. Cependant, quand il attaque, sa cible se défend avec une vitesse incroyable car la cible était en fait le plus grand maître d'épée de tout l'Empire. Et c'est le dernier souvenir de Corsac, sa défaite lors de sa dernière mission. De retour à la réalité, Corsac lui demande à quoi il pensait, en se collant à son visage. Le choc est si grand que notre protagoniste perd l'équilibre et tombe en arrière sur le sol. Encore effrayé, il se souvient que l'invoqué doit une obéissance absolue, alors il prend une grande inspiration pour se calmer et décide de tester cette soi-disant règle. Il ordonne à Corsac de ranger la casserole de ramen et de nettoyer la table immédiatement. Notre héros est surpris par sa vitesse et par le fait qu'il ne se plaint pas du tout. Il fait vraiment tout ce que Bong Joon-hyuk dit sans le remettre en question une seule fois. Corsac dit que l'obéissance est obligatoire et notre gars décide de demander quelque chose de ridicule. Puis, avec un visage sérieux, il dit à l'assassin de faire un bruit spécifique, et c'était de faire un son comme s'il était un chien. Notre héros se sent mal à l'aise et se demande s'il est allé trop loin avec sa demande. Mais à sa surprise, Corsac se met à agir comme un chiot super heureux et obéissant. Avec un pouce en l'air, notre gars confirme que cette histoire d'obéissance absolue est bien réelle. Soudain, quelqu'un commence à frapper bruyamment à la porte, les mettant tous les deux en alerte. Une voix de l'extérieur l'appelle, et notre héros se souvient qu'il a oublié de payer les intérêts de sa dette. Il dit rapidement à monsieur Corsac de se lever car la situation vient de devenir sérieuse. Il se souvient avoir emprunté 10 millions de wons à un usurier privé. L'argent a servi à payer l'opération de son père et les frais de scolarité de son jeune frère. Même s'il a déjà payé 5 millions d'intérêts, la dette principale est toujours la même qu'avant. Pendant ce temps, l'usurier continue de crier pour qu'il ouvre la porte et de vérifier s'il est encore en vie. Voyant son maître inquiet, Corsac propose de s'occuper du problème à sa manière. Désespéré, notre héros lui dit de se cacher dans la salle de bain et de ne pas faire de bruit. Dès qu'il ouvre la porte, l'usurier l'attrape par le col avec beaucoup de force. Le type lui demande s'il va bien car il s'est inquiété du retard de paiement. Il suggère alors que si les choses deviennent difficiles, notre héros pourrait simplement vendre un organe, et son partenaire ajoute que le jeune frère pourrait aussi rapporter un bon prix. En entendant cela, la rage envahit Bong Joon-hyuk et son expression change instantanément. L'usurier remarque son regard et lui demande s'il pense à se défendre, mais notre protagoniste force un sourire et dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Le type scène va mais l'avertit de faire attention s'il ne veut pas disparaître de la circulation. Après le départ des types, Corsac sort de la salle de bain et notre héros le félicite pour son silence. Après une journée aussi folle, il se sent épuisé et se demande s'il a vraiment besoin de grimper la tour. L'argent, c'est bien, mais il pense qu'il est trop froussard pour affronter les dangers de cet endroit. Ne sachant que faire, il demande à Corsac, qui lui dit qu'il peut être renvoyé s'il le souhaite. Mais juste après, l'assassin lève la main et demande avec un sourire s'il peut regarder un peu la télé. Notre gars trouve ça étrange mais l'autorise, et Corsac le remercie en disant qu'il va regarder une série. Plus tard, pendant que notre protagoniste dort, l'assassin monte la garde en regardant la télévision. Même s'il est une invocation, avoir quelqu'un près de lui ne semble pas si mal à notre héros. En fait, c'est plutôt réconfortant et il arrive à se détendre un peu plus. Quant à Corsac, il regarde la lumière de la télé et pense qu'il a toujours travaillé seul jusqu'à présent. La lumière se reflète sur son visage alors qu'il semble prendre une décision importante. Le lendemain, le réveil sonne à 8 heures du matin et notre héros l'éteint d'un air endormi. Il se réveille et réalise que Corsac est parti, se demandant s'il a été renvoyé. Une fenêtre système confirme que la manifestation de 6 heures est terminée, alors il s'étire et se prépare à aller au travail pendant que la télé annonce une nouvelle. Les nouvelles parlent d'un incident bizarre à l'agence d'usure Smile Cash. Notre garçon s'arrête car il reconnaît le nom de cet endroit. Le journal télévisé annonce que 3 victimes ont été retrouvées et qu'elles ont été décapitées. Et le plus choquant, c'est que les têtes étaient décorées de rubans rouges. Il se souvient immédiatement de la vision et réalise que c'est l'œuvre de John Corsac. Notre héros se souvient alors du sourire fier de Corsac, le saluant comme un soldat loyal. Et maintenant, il hurle de désespoir car l'idée réconfortante n'était qu'une blague et il a invoqué un tueur psychopathe. Les informations à la télé montrent la scène horrible de l'agence Smile Cash et plusieurs détails macabres, comme la main d'une victime au sol. De plus, les têtes des usuriers ont été retrouvées décorées de rubans rouges. En voyant cela, notre protagoniste est pris d'une panique totale car il sait qui est le coupable. Alors qu'il panique dans la supérette, quelqu'un l'appelle et il a une vision bizarre de l'usurier sans tête lui demandant de payer sa dette. Notre garçon est si choqué que ses yeux s'écarquillent en un instant. La vision continue avec les autres têtes sur l'étagère, comme si c'était des produits à vendre. La terreur est si intense qu'il hurle et tombe en arrière, renversant des objets dans le magasin. L'employé s'approche et lui demande s'il va bien après tout ce raffut. Il s'excuse rapidement et sort en courant du magasin, complètement gêné. Dehors, il décide qu'il n'est pas en état de travailler et va prendre sa journée. Notre héros pense aux personnes qui ont disparu et se sent coupable de tout. Marchant seul dans la rue, il se demande si tout cela est vraiment de sa faute. Finalement, il retourne dans sa minuscule chambre pour essayer de se calmer un peu. Il ouvre l'écran de statut et confirme que Corsac ne lui fera pas de mal, mais ça reste terrifiant. Puis il tend la main et s'apprête à utiliser l'invocation désignée pour la première fois. Mais à sa grande surprise, quelque chose l'interrompt, et notre garçon reste totalement confus.
Il s'avère qu'un écran système lui demande de donner une note de satisfaction pour l'être invoqué. Furieux, il ne donne qu'une étoile car il a désobéi à son ordre de se contenter de regarder la télé. Il voulait ne donner qu'une étoile, mais il finit par changer Davis. Notre garçon pense qu'il ne peut pas être aussi cruel et décide de donner une meilleure note. La note finale est de 3 étoiles, car il se souvient comment sa mère souffrait des mauvaises évaluations à son travail. John Corsack est réinvoqué, souriant et criant sa loyauté. Il le remercie pour les 3 étoiles et notre héros se demande si ce type à l'air si innocent a vraiment fait ça. Sans détour, notre protagoniste lui demande s'il est responsable de ce qui est arrivé aux usuriers. Corsack confirme tout avec un sourire, disant qu'il s'est occupé d'eux avant d'être congédié. Sur ce, notre garçon panique car il se trouve face à un véritable assassin. Il essaie de se calmer en se rappelant qu'au moins, l'invocation ne lui fera pas de mal. Il demande donc comment l'assassin a trouvé le bureau et apprend l'existence d'une marque de pistache. Notre héros est perplexe à propos de cette marque et demande pourquoi il est allé jusque-là. Corsack explique qu'il était une menace et qu'il valait mieux s'occuper du problème tôt, mais tout cela à cause de la 3e loi de l'invoqué, qu'il a suivie à la lettre. La loi stipule que la protection de l'invocateur est la priorité absolue, avant tout autre ordre. Notre héros comprend que s'il lui demandait de l'achever, Corsack n'obéirait pas. Cependant, il dit qu'il n'y avait pas de menace réelle et que le jugement a été rendu de sa propre initiative. Corsack rétorque que c'était un jugement raisonnable et notre garçon le traite de psychopathe. Il s'excuse immédiatement, mais l'assassin dit qu'il a l'habitude d'entendre cela. Notre protagoniste comprend la logique mais réalise le danger, et il imagine ce qui arriverait s'il bousculait un type baraqué dans la rue. Il imagine un type le menacer pour rire dans la rue, mais dans l'interprétation de Corsack, le résultat serait une tête dans un emballage cadeau. Notre héros est terrifié par cette idée et décide d'y mettre un terme. À sa grande surprise, l'assassin s'agenouille et s'excuse sur le champ. Notre garçon lui interdit alors d'agir de son propre chef, sauf en cas de menace directe et réelle, et Corsack promet bruyamment qu'il jugera la situation très attentivement. La réponse est plutôt énergique, mais notre héros le renvoie pour le moment. Avant de partir, l'assassin se retourne et pose une question importante. Il demande pourquoi notre protagoniste n'a pas encore décidé de gravir la tour. La question prend notre garçon complètement au dépourvu. Il ne s'y attendait pas. Il serre le poing et pense que gravir la tour est une chance unique dans une vie. Cependant, il est terrifié à l'idée d'affronter les monstres et les dangers à l'intérieur, alors il demande à Corsack s'il a déjà eu un autre invocateur comme lui. L'assassin confirme avec un sourire qu'il a déjà servi quelqu'un d'autre. Notre héros a honte de ne pas avoir le courage de risquer sa vie, et se considère comme un lâche pathétique d'avoir peur de tout. Mais soudain, Corsack le complimente, disant qu'il est le meilleur des invocateurs. Il explique que la plus grande vertu d'un invocateur est de faire passer la sécurité en premier, car un invocateur courageux est un invocateur dangereux. Et s'il se fait tuer, l'invoqué ne peut pas partir. Finalement, il promet de faire tout le sale boulot et demande à notre héros de simplement bien vivre. Le lendemain, notre héros se réveille complètement épuisé après une mauvaise nuit. Il décide alors d'oublier la tour et de vivre heureux, puisque sa dette a disparu. De plus, il va trouver un travail normal et vivre prudemment et avec diligence. Mais soudain, son téléphone se met à sonner et il le sort de sa poche arrière. C'était son père qui appelait pour savoir comment il allait et pour parler de sa rééducation. Cependant, les nouvelles étaient mauvaises, car sa mère venait d'être licenciée. Notre garçon est choqué par la nouvelle et raccroche, ne sachant que faire. Il reste là un moment, à digérer tout ce que son père vient de lui dire. Après mûre réflexion, notre protagoniste décide finalement d'entrer dans la tour. Il décide donc de simplement jeter un coup d'œil. Et si c'est trop dangereux, il partira immédiatement. Mais avant de partir, il se dit qu'il n'a pas besoin de réinvoquer ce psychopathe de Corsack. Il tente alors sa chance avec l'invocation aléatoire, rêvant d'un rang légendaire. Cependant, le système l'informe que l'invocation aléatoire est en rechargement pour un mois. Sans autre option, il finit par invoquer Corsack, qui le remercie pour les 5 étoiles. Notre héros est gêné et se demande si l'assassin sait qu'il a essayé de le remplacer. Avec un courage retrouvé, il annonce qu'il va entrer dans la tour et Corsack le trouve courageux. Corsack jette alors les outils de travail de notre garçon et promet d'être son chien de chasse. Avec un sourire confiant, Corsack dit qu'il s'occupera de tout et que notre héros n'aura pas à lever le petit doigt. Peu après, un écran bleu apparaît, leur demandant s'ils veulent entrer dans la tour sombre de Corée. Sans même demander, Corsack accepte immédiatement et donne un signal OK au système. Ils sont alors aspirés à l'intérieur de la tour pendant que notre garçon hurle de désespoir. Ils sont emportés dans un tunnel numérique à grande vitesse et notre protagoniste est pris de nausées à cause de ce voyage de folie. Corsack s'agrippe fermement pendant qu'il continue de chuter. Finalement, ils arrivent et notre garçon réalise qu'il est à l'intérieur de la tour sombre. Le premier étage est essentiellement un immense désert. C'est pourquoi il a le mal des transports et manque de tout vomir. Alors Corsack l'aide à se remettre avec une tape dans le dos. L'assassin demande alors à notre héros de le suivre, avec un sourire. Soudain, un écran bleu vous informe que vos compétences physiques et de combat sont prêtes. Grâce à cela, Bong Jiu-Yuk se sent plus fort, bien qu'il soit niveau 1. La mission du premier étage est de vaincre 5 larves à la peau dure en 2 heures. Il s'est renseigné et sait que le premier étage est un test de compétences, et que les autres joueurs mettent 30 minutes pour vaincre une seule larve. Malgré cela,
notre héros serre le poing, car maintenant, il est aussi un joueur. Il décide donc d'essayer d'en vaincre une lui-même, et Corsac s'inquiète beaucoup. Il s'approche prudemment d'une des créatures immobiles au sol. Pour combattre, il pense devoir emprunter une arme à Corsac, mais la larve se dresse soudainement et se tourne vers lui. Elle révèle alors une forme étrange avec une lueur verte à l'intérieur. Notre garçon est choqué et s'envoie face à l'apparence du monstre. Terrifié, notre héros abandonne immédiatement et demande de l'aide à Monsieur Corsac. L'assassin est ravi de cette décision et lève le pouce avec enthousiasme. Sans perdre de temps, il court à toute vitesse vers le monstre. D'un seul coup, il détruit la larve dans une explosion de bave vert. Puis il dit à notre garçon de s'écarter et détruit également les autres larves. Avec un sourire malicieux, il prépare ses griffes d'énergie pour l'attaque finale, puis il déchaîne un barrage de lames d'énergie vers les ennemis. Les morceaux des larves commencent à tomber du ciel après avoir été touchés. Il utilise une capacité d'explosion et achève toutes les créatures restantes. Notre protagoniste est sans voix, car il n'a jamais vu autant de puissance de sa vie. Les corps des créatures se transforment en poussière et disparaissent, car ce fut un massacre instantané. Grâce à cela, il monte de niveau et obtient un rang S++, ce qui le rend extrêmement heureux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son exploit avait attiré beaucoup d'attention. Une femme à la salle de sport reçoit également la notification de son exploit, tout comme un type au hasard qui se détendait dans une boîte de nuit. En fait, la nouvelle s'est répandue dans tout le pays en un clin d'œil et tous les joueurs sud-coréens ont reçu le même avertissement à son sujet. Peu de temps après, ils sont téléportés dans la petite chambre de notre héros. Notre garçon regarde son téléphone portable et est choqué car tout n'a pris que 5 minutes. Corsac le félicite pour le bon travail avec un sourire très fier. Notre garçon dit qu'il n'a rien fait, mais Corsac lui dit que c'était la bonne décision. De plus, il trouve que c'était trop facile et regarde ses récompenses sur la table. Il ramasse la pierre magique et est surpris car c'est la première fois qu'il en voit une vraie. La pierre magique est une ressource importante et vaut actuellement 50 000 ans. 20 ans se sont écoulés depuis que les tours sombres sont apparues dans le monde. Et c'est pourquoi la plupart des gens connaissent déjà les bases à leur sujet. Mais ils se demandent ce qu'est l'emblème de platine car ils n'en ont jamais entendu parler. Mettant cela de côté, il célèbre le fait d'avoir gagné de l'argent, et Corsac va regarder la télévision. Pour fêter ça, il commande un repas de luxe et invite Corsac à manger avec lui. L'assassin est tout excité par l'odeur de la nourriture et se prépare pour le festin. Corsac sent l'odeur des piments, et notre héros se rend compte qu'il ne supporte rien d'épicé. Avec un sourire aux lèvres, il les remercie et commence à manger avec grand appétit. Pendant qu'il mange, notre protagoniste interroge Corsac sur sa façon de parler. Il explique qu'il a pris cette habitude de son ancien invocateur avec qui il a passé beaucoup de temps. Notre garçon plaisante sur le fait d'être influencé par un ex et ils se mettent à rire ensemble. Après avoir mangé, Corsac continue de dévorer la nourriture, super content. Et notre héros comprend maintenant que la tour n'est pas si dangereuse après tout. Avec tout ça, il se rend compte que conquérir la tour est tout à fait possible. Le lendemain matin, il se réveille avec une nouvelle détermination dans les yeux. C'est pourquoi il établit une routine, travailler le jour et s'entraîner la nuit. Il change sa routine et décide de ne plus travailler la journée pour se concentrer sur la tour avec John Corsac. Notre garçon teste alors son obéissance et lui ordonne de danser, ce qui rend Corsac heureux avec les 5 étoiles. Bong Joon-hyuk se demande si le niveau de satisfaction est vraiment si important. Corsac explique que de meilleures notes apportent plus d'avantages, comme un temps d'invocation accru et une augmentation de rang. Peu de temps après, les deux entrent au 2e étage de la tour sombre pour le prochain défi. La nouvelle mission est de vaincre 10 des larves les plus rapides en moins de 2 heures. Notre protagoniste se rend compte que cette épreuve est plus difficile car les créatures bougent beaucoup, mais Corsac le rassure en disant qu'il n'y aura pas le temps de réfléchir à quoi faire. Il lui assure qu'il finira tout en seulement 3 minutes et promet de le ramener bientôt à la maison. Puis, avec une puissance immense, il se prépare à attaquer tous les monstres en même temps. Notre héros crie qu'ils vont manger du poulet plus tard et Corsac le remercie avec enthousiasme. Avec un sourire confiant, il libère toute son énergie pour l'attaque. Et en un clin d'œil, toutes les larves sont complètement détruites par lui. Notre garçon est choqué par la scène et reçoit une autre récompense de rang S++. Il trouve tout très facile et rapide et pense qu'il peut le faire avant le début de son travail. Immédiatement après, ils entrent au 3e étage et leur mission est de vaincre 10 larves de glace. Corsac les détruit tous à nouveau avec une facilité absurde. L'assassin est très fier de son travail impeccable. Et après le succès de la mission, les deux célèbrent en se tapant dans la main. Les yeux brillants, notre protagoniste réalise à quel point la tour est devenue facile. Son écran de statut indique qu'il est au niveau 6 et peut invoquer 2 créatures en même temps. Cela le choque car cela signifie qu'il peut amener quelqu'un d'autre dans la tour avec lui et que Corsac est déjà super fort. De plus, les récompenses pour le rang S sont très bonnes et il en a déjà plusieurs. Avec un allié de plus, il se sentirait beaucoup plus en sécurité dans les batailles à venir. Cependant, l'invocation aléatoire est en temps de recharge depuis plus de 20 jours et il doit attendre. Donc pour l'instant, lui et Corsac vont continuer à gravir la tour et à battre des records. Pendant ce temps, l'atmosphère est très tendue à l'administration des éveillés. Un homme et une femme sont dans une salle de réunion avec leur patron. L'homme se demande quand l'annonce sera diffusée à nouveau aujourd'hui et la femme remarque qu'il est anxieux à ce sujet, ce qui l'irrite grandement. Il s'agit du chef d'équipe Jung Gwang-il et de la vice-directrice Lee Mina.
Elle confirme alors qu'une nouvelle annonce de rang S est apparue au 6e étage. Le chef est choqué car les annonces de la tour sombre n'ont pas cessé d'apparaître ces derniers temps, et elles appartiennent toutes à la même personne qui nettoie les étages dans l'ordre. Si ce joueur continue comme ça et termine tous les étages avec un rang S, alors le directeur Park Kyung-soo frappe la table de sa main car cela changerait tout ce qu'ils savent. Il explique que jusqu'à présent, le record de la Corée n'était que de rang A, et il ne savait même pas qu'il existait un rang supérieur. D'autres pays pourraient essayer de leur voler ce joueur talentueux. Par conséquent, le directeur leur ordonne de trouver ce joueur immédiatement. 2 jours plus tard, Corsac fait la vaisselle et dit qu'ils vont au 8e étage. Notre héros regarde Corsac nettoyer et pense que tout est assez paisible jusqu'au 10e étage. Ensuite, ils entrent dans une forêt brumeuse pour le prochain défi. La mission du 8e étage est de vaincre 10 grenouilles guerrières qui apparaissent, prêtes à attaquer. L'une des grenouilles attaque très rapidement avec sa longue langue violette, mais une lame d'énergie bleue surgit de nulle part pour trancher l'attaque. Et comme toujours, Corsac achève tous les monstres et obtient une autre récompense S+. De retour à la maison, l'assassin félicite notre héros, qui répond qu'il n'a rien fait. Heureux du résultat, il décide de faire un cadeau à Corsac pour le remercier, il offre donc à l'assassin un peu d'argent pour sortir et s'amuser. Cependant, Corsac refuse et dit qu'il restera à la maison à regarder la télé pour ne pas laisser son maître seul. Notre garçon suggère alors de commander du poulet, et Corsac est super excité par l'idée. En commandant la nourriture, il se souvient que le tueur n'aime pas la nourriture épicée et décide de vérifier les récompenses. La nouvelle récompense est une potion de guérison et il décide de la donner à Corsac. De plus, il a déjà accumulé 1 800 000 wons en pierres magiques et pense à les vendre. Au 10e jour d'ascension, il est épuisé et pense à quitter son travail à temps partiel. Le 9e étage était aussi super facile et les récompenses S+ sont un bonus incroyable. Avec un sourire, il trinque avec son partenaire et oublie même qu'il a invoqué un assassin fou. Grâce aux bonnes notes, le temps de manifestation de Corsac augmente d'1 heure. L'assassin le remercie en faisant un cœur avec ses mains et promet de s'occuper de tout. Finalement, ils entrent au 10e étage et notre héros sent son corps devenir plus fort. Il sent une force déborder de son corps et le mana s'agiter en lui. Et avec toute cette puissance, notre héros est comparé à un cheval sauvage indompté. Par conséquent, il informe Corsac qu'il commencera à l'aider dans les batailles à partir de maintenant, mais l'assassin refuse catégoriquement car il ne peut pas laisser son maître se blesser. Notre protagoniste insiste sur le fait que cette fois, il doit se battre aux côtés de l'assassin. Soudain, un œil étrange et géant apparaît derrière un arbre en les observant et le monstre du 10e étage est une menthe religieuse verte géante et très effrayante. Notre garçon est terrifié et se demande comment les autres joueurs l'ont vaincu. Cependant, Corsac estime que combattre un insecte blesse sa fierté humaine. Alors notre protagoniste devient un supporter et ordonne à l'assassin d'achever la créature. La menthe religieuse attaque avec ses griffes acérées dans un mouvement très rapide, mais Corsac esquive en plein air avec une grande facilité et prépare sa contre-attaque. Avec un regard sérieux, il concentre toute son énergie dans ses lames bleues, et avec plusieurs coups puissants, il met le monstre en pièces en plein air. Ainsi, la mission est accomplie avec succès, et il quitte la tour une fois de plus. Avec cela, il gagne un autre kilogramme de pierre magique, pour un total de 5,5 kg. De plus, il avait déjà reçu un avantage pour avoir 5 emblèmes de platine. Et maintenant avec 10 emblèmes accumulés, il reçoit un nouvel avantage et devient très curieux. Le système révèle alors qu'il peut copier une capacité de son invocation. Avant qu'il ne puisse choisir, Corsac dit qu'il doit apprendre le pas de l'ombre. Notre héros en demande la raison et Corsac répond que c'est la meilleure compétence pour s'échapper. Notre garçon s'offusque et se demande s'il a l'air de quelqu'un qui abandonnerait les autres pour survivre. Malgré tout, il choisit le pas de l'ombre et la capacité est enregistrée dans son statut. Il décide de tester la nouvelle compétence pour voir si elle fonctionne en dehors de la tour, mais rien ne se passe. Épuisé, il tombe au sol et se plaint que ça n'a pas fonctionné alors que l'invocation a réussi. Le 11e jour d'ascension, notre héros passe un appel important, visiblement nerveux. Il appelle l'administration des éveillés et se présente en disant qu'il s'est éveillé. L'assistante le félicite et lui demande si elle peut envoyer une équipe de soutien à son domicile. Après lui avoir donné l'adresse, il est épuisé car il n'a appelé que pour vendre ses pierres magiques. Pendant ce temps, la vice-directrice Limina arrive dans une voiture noire devant le bâtiment. Jung Gwang-il pose des questions sur le nouvel éveillé, mais elle confirme que ce n'est plus le type de rang S. Puis elle mentionne qu'un nouvel appel d'éveil est arrivé et l'invite à l'accompagner. Déterminé, il dit qu'ils doivent y aller et recruter le joueur pour l'équipe d'élite à tout prix. Pendant ce temps, notre protagoniste nettoie frénétiquement sa petite chambre pour recevoir le visiteur. Soudain, quelqu'un frappe à la porte et notre héros devient super tendu car ils sont arrivés. Il ouvre la porte et invite Jung Gwang-il et Limina à l'intérieur, s'excusant pour le désordre. Le chef d'équipe présente la vice-directrice et notre garçon devient encore plus nerveux en sa présence. Soudain, Limina s'approche très près de son visage, le laissant complètement embarrassé. Avec un regard intense, elle dit qu'il est le type de rang S, le laissant sous le choc. Elle le tient et lui demande à nouveau s'il est le type de rang S le mieux classé. Notre garçon prend peur de sa proximité et la repousse. Complètement confus, il se demande s'il existe une méthode d'identification qu'il ne connaît pas. Pour l'instant,
il décide de tout nier et d'essayer d'agir aussi naturellement que possible, en faisant semblant d'être un robot. Il dit que ce n'est pas lui avec un rire très forcé, mais Limina réalise immédiatement qu'il ment de manière flagrante. Alors Jung Guangil la réprimande pour avoir enquêté sur les gens et elle s'excuse. Il s'excuse et notre héros comprend que tout cela n'était qu'un test. Peu après, une vidéo d'introduction commence, mettant en scène une mignonne mascotte nommée Tavi. La mascotte explique que la tour sombre est apparue partout dans le monde il y a 20 ans, mais personne ne pouvait s'en approcher car une barrière invisible détruisait tout. La réponse au mystère de la tour est venue avec l'émergence des joueurs. En dehors de la tour, ils sont normaux, mais à l'intérieur, ils acquièrent des pouvoirs et contribuent à l'économie. Cependant, si la tour n'est pas conquise, un compte à rebours avant l'effondrement est activé. Et si le compte à rebours arrive à son terme, la tour s'effondre comme cela s'est produit en Inde il y a 3 ans. Chaque pays a une à 3 tours et la Corée, heureusement, n'en a qu'une. La progression de la Corée se passe bien et c'est le deuxième meilleur record après les États-Unis. Par conséquent, les joueurs sont considérés comme des héros qui explorent la tour pour l'humanité. Alors Tabi invite les joueurs nouvellement éveillés à s'inscrire en tant que joueurs officiels. La vidéo se termine et Jung Guangil se prépare à poser quelques questions de vérification. Elle le tient et lui demande à nouveau s'il est le type de rang S le mieux classé. Notre garçon prend peur de sa proximité et la repousse. Complètement confus, il se demande s'il existe une méthode d'identification qu'il ne connaît pas. Pour l'instant, il décide de tout nier et d'essayer d'agir aussi naturellement que possible, en faisant semblant d'être un robot. Il dit que ce n'est pas lui avec un rire très forcé, mais Limina réalise immédiatement qu'il ment de manière flagrante. Alors Jung Guangil la réprimande pour avoir enquêté sur les gens et elle s'excuse. Il s'excuse et notre héros comprend que tout cela n'était qu'un test. Peu après, une vidéo d'introduction commence, mettant en scène une mignonne mascotte nommée Tavi. La mascotte explique que la tour sombre est apparue partout dans le monde il y a 20 ans, mais personne ne pouvait s'en approcher car une barrière invisible détruisait tout. La réponse au mystère de la tour est venue avec l'émergence des joueurs. En dehors de la tour, ils sont normaux, mais à l'intérieur, ils acquièrent des pouvoirs et contribuent à l'économie. Cependant, si la tour n'est pas conquise, un compte à rebours avant l'effondrement est activé. Et si le compte à rebours arrive à son terme, la tour s'effondre comme cela s'est produit en Inde il y a 3 ans. Chaque pays a une à 3 tours, et la Corée, heureusement, n'en a qu'une. La progression de la Corée se passe bien, et c'est le deuxième meilleur record après les États-Unis. Par conséquent, les joueurs sont considérés comme des héros qui explorent la tour pour l'humanité. Alors Tabi invite les joueurs nouvellement éveillés à s'inscrire en tant que joueurs officiels. La vidéo se termine et Jung Guangil se prépare à poser quelques questions de vérification. Jung Guangil respecte la décision de notre garçon qui le remercie maladroitement, puis il demande à notre héros d'entrer dans la tour pour confirmer qu'il s'est éveillé. De plus, il suggère de nettoyer un étage et notre garçon comprend l'intention. Il accepte mais prévient que cela prendra près de 2 heures pour ne pas éveiller les soupçons. Avec un sourire, Limin a dit que ce n'est pas un problème et qu'ils attendront aussi longtemps qu'il le faudra. Par conséquent, notre protagoniste se lève et se prépare à entrer dans la tour. Il leur dit au revoir, leur offre des boissons pendant qu'il attend et va dans sa chambre. Immédiatement après, il est téléporté, les laissant tous les deux seuls dans la pièce. Jung Guangil confirme qu'il s'est éveillé et demande son avis à Limina. Elle pense qu'il n'a aucun talent et qu'il abandonnera au 11e étage car là-bas, le test consiste à affronter le 1000 pattes des tunnels à longue queue et la mission est d'en tuer 100, ce qui serait impossible pour quelqu'un qui a peur. C'est pourquoi elle est sûre qu'il abandonnera la mission et Jung Guangil est d'accord. Déçu, il décide d'appeler le directeur et de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Pendant ce temps, dans la tour, notre héros invoque son compagnon qui apparaît dans un éclair de lumière. Corsac s'incline et exprime sa gratitude d'avoir été invoqué par le maître. La mission est de vaincre 100 000 pattes et notre garçon est dégoûté par l'idée, mais il demande à Corsac de chasser lentement pendant plus d'1 heure pour ne pas battre le record. L'assassin comprend immédiatement et lève le pouce car il sait qu'ils sont observés. Avec un sourire malicieux, notre héros pense qu'il va tromper tout le monde avec un mauvais record. Corsac commence à se battre mais demande s'il va trop vite au goût du patron. Alors notre garçon lui crie de ralentir et le tueur obéit immédiatement. Cela ralentit considérablement le rythme de la chasse et notre héros devient plus détendu. Il grimpe même sur un 1000 pattes mort pour observer le combat depuis une place de choix. Mais soudain, notre protagoniste est terrifié par quelque chose qui s'est produit. Il est entouré par les créatures et son corps se fige de peur, incapable de bouger. Corsac réalise immédiatement que son maître est en danger et se précipite pour l'aider. Il crie qu'il va s'occuper de tout et s'avance avec ses lames d'énergie. Dans un accès de rage, il détruit tous les 1000 pattes qui ont osé attaquer leur invocateur. L'attaque d'énergie bleue déchiquette les monstres en un clin d'œil. Notre héros est en sécurité mais crie à Corsac de ralentir car il est allé trop vite. Il se plaint que le tueur a tout terminé bien avant l'heure convenue. Cependant, Corsac refuse, disant que la vie de son maître est la priorité absolue. Notre garçon est désespéré car il sait que son plan est tombé à l'eau. Et un écran bleu confirme qu'il a de nouveau obtenu un rang S, avec une expression défaite. Il est téléporté hors de la tour, impuissant à faire quoi que ce soit. Le duo attend dans la pièce et Limin a dit que 5 minutes se sont déjà écoulées. Soudain, un écran de notification bleue apparaît juste devant eux. Notre protagoniste fait irruption dans la pièce dans une lueur bleue,
laissant les deux autres sous le choc. Ils restent sans voix car la notification est apparue en même temps que lui. Ils comprennent enfin que le rang S le plus élevé du 11e étage lui appartient. Avec un soupir, il réalise qu'il ne voulait pas en arriver là. Par conséquent, il dit que les deux devront être réduits au silence pendant que Corsac apparaît derrière lui. Avec un regard sérieux, il dit qu'il va les réduire au silence tous les deux pour que son secret ne fuite pas. Sans une seconde d'hésitation, Corsac s'avance pour exécuter l'ordre de son maître. Notre héros lui crie de simplement les attacher tous les deux, mais le tueur comprend tout de travers. Soudain, notre protagoniste a une vision terrifiante et hurle de pure terreur. Dans son cauchemar, il demande désespérément qui a ordonné qu'une telle chose soit faite. Il s'excuse, pleurant en voyant ce qui leur est arrivé dans son imagination, mais ce n'était qu'une hallucination, et les agents le regardent complètement perplexe. Il l'aide à se relever car il est tombé par terre et s'est mis soudainement à transpirer abondamment. Notre garçon réalise qu'il a halluciné et essaie de se calmer pour continuer la conversation. Puis il se remet à tout nier et dit que c'était juste une coïncidence avec un autre joueur. Jeune Guang-il pense que le timing est trop parfait, mais notre héros insiste sur le fait que ce n'était pas lui. Le chef d'équipe décide alors de changer de sujet et prend un contrat pour qu'il le signe. Notre garçon est choqué de voir que c'est un contrat d'élite et non un contrat général comme il l'avait demandé. Mais Jun Guang-il explique que c'est un cas spécial et unique dans toute l'industrie. C'est en fait un contrat ultra-élite pour un joueur de niveau spécial. Le salaire annuel est de 12 milliards de wons, avec le droit à un logement et une sécurité maximale. De plus, le contrat offre l'immunité face à la loi, ce qui le laisse sous le choc. C'est un avantage que seul le joueur numéro 1 en Corée possède, ce qui fait de lui une sorte de roi. L'âge dit que la nation donnera tout ce qu'elle peut, mais avant qu'il puisse continuer, il est interrompu. Notre protagoniste crie non et refuse l'offre immédiatement. L'âge demande pourquoi il refuse si catégoriquement, et notre héros répond qu'il déteste attirer l'attention car lorsqu'il attire l'attention, il devient complètement dépassé et stressé, même en achetant des vêtements. Il se souvient d'un restaurant où le propriétaire l'a reconnu et à cause de ça, il n'a jamais pu y retourner. Les deux agents réalisent qu'il est un introverti extrême pendant que notre héros pense qu'il n'est sûr de rien. Voyant la situation, le chef d'équipe décide de reculer pour le moment et accepte un contrat général. Il serre la main de l'âge et pense qu'un contrat d'élite implique beaucoup de responsabilités. Avec ce contrat, il ne pourrait pas renoncer à ses chances de monter aux étages supérieurs de la tour. C'est pourquoi notre protagoniste refuse un fardeau si lourd et dit qu'il veut juste vivre un peu mieux. Pendant ce temps, au siège de l'administration des éveillés, l'atmosphère est tout sauf bonne. Le directeur se plaint à John Guang-il car le rapport est très différent de ce qu'il attendait. Le patron ne comprend pas comment cette personne a atteint un rang S, mais l'agent confirme que sa personnalité est particulière. Il explique que notre héros est l'une des personnes les plus timides qu'il ait jamais rencontrées de sa vie. C'est pourquoi le directeur demande s'ils n'ont pas fait une erreur, mais elle dit que c'est impossible car le moment était parfait. Le patron se met en colère et dit que son talent est ce qui compte et ordonne qu'il soit traîné de force dans l'élite. Avec un visage sérieux, le chef d'équipe comprend qu'il doit faire partie de l'équipe d'élite. Mais à la maison, notre héros crie qu'il n'ira absolument pas et semble assez agacé. Mais en réalité, il se disputait avec Corsac qui s'excusait d'avoir échoué dans le plan. Peu après, ils entrent au 12e étage et leur mission est de vaincre 20 belettes des glaces. Il ordonne à Corsac de se battre très lentement et l'assassin répond avec loyauté et enthousiasme. Notre garçon pense qu'il peut lui faire confiance et croit que cela fera perdre tout intérêt à l'administration, mais soudain, notre héros commence à geler à cause du froid glacial. Il essaie de tenir bon, mais Corsac remarque que son visage devient pâle. C'est pourquoi le tueur devient super inquiet et promet de tout finir très rapidement. Notre garçon lui crie de ralentir, mais Corsac l'ignore et passe à l'attaque. Il détruit les monstres et dit que le rhume est une maladie incurable et que son maître est en danger. Toujours frigorifié, notre héros crie à son serviteur l'importance de l'obéissance absolue. Malgré tout, un écran du système montre qu'il a atteint le rang S++ au 12e étage. Pendant ce temps, les agents de l'administration reçoivent la nouvelle et sont choqués par sa vitesse. De retour dans sa chambre, l'assassin dit qu'il fait chaud maintenant et que son maître peut se détendre, mais le protagoniste le congédie froidement, disant qu'il va juste regarder la télévision. Les larmes aux yeux, le jeune homme grogne qu'il n'y a pas de récompense pour ceux qui lui désobéissent. Peu après, ils entrent au 13e étage qui est un couloir rempli de haches géantes. À ce moment-là, le serviteur porte son maître dans ses bras en disant que l'endroit est très dangereux. Avec cela, l'assassin traverse rapidement les pièges et obtient un autre rang S++. Au 14e étage, il trouve une nuée de chauves-souris, et Corsac s'en occupe facilement. De retour chez lui, il vérifie son téléphone et voit un dépôt de près de 3 millions de wons. En plus de cela, le jeune homme remarque qu'il a également reçu 2 millions d'un fonds de soutien aux joueurs. Avec un sourire, il réalise qu'il a gagné plus de 7 millions en seulement 14 jours dans la tour. Le garçon rêve d'un salaire de 30 millions et décide de quitter son travail à temps partiel. Le lendemain, il invoque son compagnon qui apparaît, promettant fidélité comme toujours. Le serviteur demande alors si cette fois, il peut y aller à fond sans avoir à se retenir. Le héros pense qu'à présent, l'administration sait déjà tout. Donc ça ne fait plus aucune différence. Avec un regard avide, il s'enthousiasme à l'idée d'obtenir plus d'avantages spéciaux et de rester en sécurité.
Alors, avec une nouvelle détermination, le duo se prépare à entrer une fois de plus dans la tour. Ils arrivent au 15e étage et la mission est de vaincre 20 gobelins ouvriers. L'assassin prévient que si un gobelin s'échappe, il appellera les autres, alors il demande à son maître de se cacher. Avec un sourire confiant, le serviteur dit qu'il s'occupera de tout et reviendra tout de suite. Caché, le protagoniste voit son compagnon utiliser une capacité de furtivité et est impressionné. En un clin d'œil, l'assassin charge les gobelins avec une vitesse incroyable. Il abat tous les ennemis si vite qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont été vaincus. Après la mission, il monte de niveau et obtient un autre emblème de platine et quelques potions. Dans un éclair bleu, le duo est téléporté dans la petite chambre du jeune homme. De retour chez lui, il ouvre l'inventaire de son système pour réclamer ses nouvelles récompenses. Avec cela, le jeune homme affiche fièrement ses 15 emblèmes de platine gagnés. Un écran du système apparaît, l'informant qu'il a gagné un avantage pour avoir 15 emblèmes. Avec un sourire malicieux, le jeune homme se demande quelle sera la récompense cette fois. Le système révèle alors qu'il a reçu un objet appelé un kit de bouclier énergétique. L'objet est un bouclier qui protège l'utilisateur en absorbant les dégâts mais à un temps de recharge. Le jeune homme réalise que c'est essentiellement une armure complète pour lui et le meilleur, c'est qu'il peut aussi utiliser ce bouclier dans le monde réel. Il pense à combien d'argent il obtiendrait s'il vendait le bracelet, mais il hésite. Excité, il demande à Corsac s'ils peuvent terminer le prochain étage avec un rang S++. Son compagnon dit que c'est possible mais qu'il ne peut pas garantir le meilleur score cette fois. Le protagoniste est surpris et se demande ce qu'il doit faire maintenant pour continuer. Pendant ce temps, à l'administration, le chef demande depuis combien de temps les annonces mondiales se sont arrêtées. L'âge confirme que ça fait 15 jours et il croit que le joueur est bloqué au 15e étage. En colère, le directeur frappe la table de sa main, se lamentant qu'un si grand talent soit allé à un joueur si timide. Le chef d'équipe explique que la difficulté augmente considérablement à partir de là, mais il croit que le jeune homme n'a pas abandonné. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel et informe le chef que le protagoniste se dirige vers le bureau pour utiliser la boutique. Cette nouvelle choque le directeur qui répète l'information et semble avoir une révélation majeure. L'âge réalise alors que le héros collectait des fonds pour acheter des objets puisqu'il n'avait aucun équipement. Furieux contre lui-même, le directeur crie à quel point ils ont été stupides d'avoir failli critiquer le joueur. Sur ce, il ordonne à ses subordonnés de soutenir le héros avec des objets très bon marché quand il arrivera. 15 jours plus tôt, on voit l'assassin en panique totale, incapable de comprendre la demande de son maître. Le protagoniste répète alors calmement au serviteur de le frapper avec la dague qu'il tient. Désespéré, le compagnon s'agenouille et supplie, mais le jeune homme veut juste tester son nouveau bouclier énergétique. Le serviteur se couvre alors les oreilles en disant qu'il n'entend rien et que son maître est très frustrant. Voyant que cela ne sert à rien, le jeune homme décide de le faire lui-même et plonge la dague dans son propre corps. Il pousse un cri alors que l'assassin panique en voulant attraper son bras, mais la blessure commence à guérir. Son compagnon le retient et exige qu'il ne refasse plus jamais ça, et le jeune homme accepte, l'envoyant chasser. Sur ce, Corsac retourne dans la forêt et commence à vaincre tous les monstres qui apparaissent. La chasse entière est terminée en moins de 10 minutes pendant que notre héros observe simplement à distance. Caché derrière un buisson, le jeune homme décide que c'est une bonne occasion de pratiquer ses compétences. Il se concentre donc et se prépare à utiliser la technique qu'il a copiée de son serviteur, le pas de l'ombre. Les yeux brillants, son corps est enveloppé d'une aura bleue alors qu'il active le pouvoir. Avec une aura bleue, il teste sa nouvelle capacité de pas de l'ombre pour la première fois. Surpris par la vitesse, le jeune homme comprend enfin ce que ça fait de bouger librement. Maintenant, il comprend pourquoi son serviteur a insisté pour qu'il apprenne d'abord cette technique d'évasion. Mais soudain, le jeune homme s'arrête, surpris par quelque chose qui se cache derrière un buisson. C'était un gobelin solitaire aux yeux rouges vifs qui le regardait attentivement. La créature commence alors à s'enfuir, laissant notre héros confus par la situation. Tremblant, il se demande si le monstre se cachait de son compagnon. Surgi de nulle part, le gobelin pousse un cri désespéré et charge pour attaquer le protagoniste. Le jeune homme active rapidement son bouclier d'énergie pour se défendre contre l'attaque surprise. Sentant un frisson, il repousse le monstre d'un coup de pied de toutes ses forces. Le gobelin vole dans les airs et atterrit juste devant Corsac qui se trouvait à proximité. L'assassin complimente alors la passe de son maître et achève facilement la créature. Juste après, le serviteur vole à toute vitesse vers le jeune homme en criant son nom. Très inquiet, il atterrit devant le jeune homme et lui demande s'il est blessé. Son compagnon le vérifie de partout pendant que le héros lui assure que tout va bien. Avec une expression effrayante, l'assassin le réprimande pour avoir été si audacieux et imprudent. Après 15 jours, il avait accumulé plus de 11 millions en pierres magiques au 15e étage. De retour au présent, notre héros appelle l'administration pour visiter la boutique des joueurs. À sa grande surprise, ils envoient une limousine de luxe pour le chercher chez lui. Le jeune homme sort de la voiture, un peu timide face à tout ce traitement spécial et cette attention. Devant le bâtiment, le chef d'équipe le salue chaleureusement en lui disant que ça fait longtemps. Le jeune homme répond au chef et réalise qu'il bénéficie d'un traitement VIP super spécial. À l'intérieur, il doit enregistrer sa main sur un scanner pour y accéder. L'enregistrement terminé, l'âge l'informe qu'il n'a plus besoin d'appeler et le héros préfère regarder par lui-même. Dès que les portes s'ouvrent,
le jeune homme entre dans la boutique exclusive pour tous les joueurs. L'endroit est super luxueux, et il est impressionné mais se demande pourquoi c'est si vide. Il pense que les objets sont trop chers et décide de vendre d'abord ses pierres magiques. La valeur totale de la vente s'élève à plus de 11 millions, et il demande s'il peut utiliser l'argent tout de suite. Avec l'argent disponible, le vendeur lui souhaite un bon shopping mais le jeune homme se sent déjà épuisé. Au loin, le directeur s'enquiert du joueur et le chef d'équipe confirme que la boutique a été fermée. Il révèle également qu'il a demandé une réduction de 50% sur tout pour le jeune homme. De retour dans sa petite chambre, le protagoniste se prépare à tester ses nouveaux objets. Il tient sa nouvelle masse à 2 millions et met ses bottes à 3 millions. Le jeune homme trouve cela étrange car les objets sont habituellement beaucoup plus chers et le chef l'a traité de manière spéciale. Puis il réalise que tout cela était un traitement spécial et se sent dépassé par la situation. Le jeune homme explique que sa défense est maintenant complète, grâce à son bouclier et aussi à un avantage. Il avait décidé de ne pas être avide, mais ce nouvel avantage le fait changer Davis. Le lendemain, il invoque son serviteur qui lui demande s'ils vont à nouveau au 15e étage, mais le jeune homme dit non. Avec un sourire, il réalise que le temps de recharge pour une nouvelle invocation est terminé. Très excité, le héros crie alors qu'il va enfin invoquer une personne de plus pour son équipe. Il fait une prière désespérée et se prépare à utiliser l'invocation aléatoire une fois de plus. Un portail violet s'ouvre et la silhouette d'une figure géante commence à émerger dans la pièce. La lumière devient très intense et notre héros et son serviteur sont surpris par ce qui arrive. Sur ce, une grande explosion d'énergie violette détruit une partie du plafond du petit appartement. Sous le choc, il se demande ce qu'il vient d'invoquer et s'inquiète pour l'argent du loyer. De l'intérieur du portail, une énorme main musclée apparaît lentement. Juste après, un pied de géant marche sur le sol, fissurant le plancher sous le poids de la créature. Finalement, un homme géant avec des tatouages émerge dans la pièce, terrifiant le jeune homme. La brute a les yeux rouges et un regard menaçant, ressemblant à un véritable monstre. Surgi de nulle part, l'assassin fonce en avant, hurlant sur le nouveau venu et déroutant le protagoniste. Il assène un coup de pied sauté de pleine force en plein visage de la nouvelle invocation. Tout en l'attaquant, le serviteur se plaint à lui et le héros se demande si les deux se connaissent déjà. Le géant dit alors que le coup n'a même pas fait mal et que ça l'a juste un peu chatouillé. En colère, l'assassin sort ses dagues et menace la brute en disant qu'il va s'occuper de lui. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, notre héros lui crie désespérément d'arrêter. Le jeune homme supplie en disant qu'un plafond cassé suffit et le serviteur est immédiatement d'accord. Il demande à parler avec le nouveau serviteur mais Corsac dit que le grand type est un idiot célèbre dans le milieu. Le barbare n'est pas d'accord et essaie de prouver qu'il connaît les règles, commençant à réciter le premier principe, mais il s'émêle les pinceaux sur le second. Et quand vient le moment de dire le troisième principe, il oublie complètement. L'assassin s'énerve et le héros voit dans le statut que le nouveau serviteur n'est qu'un rang R, le plus bas de tous. Le protagoniste essaie d'interroger la nouvelle invocation, mais le géant ne se souvient de rien, pas même de son propre nom. Pour mieux comprendre, notre héros décide de vérifier les informations détaillées et ses yeux commencent à briller. Il réalise alors qu'il est aspiré dans les souvenirs du barbare. Tout comme avec l'assassin, il apparaît alors flottant dans un magnifique paysage verdoyant et se demande où il est. Dans la vision, il voit le géant dans son passé paisible admirant un papillon car il était une âme pure, mais la paix est interrompue quand un énorme loup des plaines apparaît soudainement pour l'attaquer. Avec sa force incroyable, le barbare traite les loups comme s'ils n'étaient que des chiots avec qui jouer. À ce moment-là, un homme blond avec un sourire suspect apparaît, observant la scène de loin. L'homme se présente comme Arius mais le grand type ne se souvient même pas de son propre nom. La vision se déplace alors vers une grande structure de cristal dans un endroit très sombre et mystérieux. Il s'avère que le barbare a été trompé par un faux héros pour servir de bouclier contre une hydre. Il se bat courageusement et arrache les têtes du monstre sans même remarquer que son corps se dissolvait. Poussé uniquement par le désir de protéger ses compagnons, il a fini par être trahi et moqué par eux. En voyant son squelette s'effondrer, le héros comprend enfin pourquoi il est un bouclier humain. Ému, il trouve que c'est une grande injustice et se fiche que le géant soit un peu lent. De retour au présent, le jeune homme souhaite la bienvenue au nouveau serviteur et l'invite à gravir la tour. Il décide de commencer par donner un nom à la brute et propose deux options, mais il est indécis. Après réflexion, le géant se décide enfin et dit que son nom sera désormais Goban. Le jeune homme promet de le rendre heureux et demande si Goban lui fait confiance, recevant une réponse positive. Sur ce, le héros annonce qu'ils sont une équipe de 3, ce qui laisse l'assassin complètement sous le choc. L'assassin a alors une idée brillante et il semble que son calcul soit terminé. Sur ce, il accepte d'entraîner le géant et le protagoniste est excité à l'idée d'aller au 16e étage. Le serviteur s'énerve contre Goban qui le copie et le jeune homme pense à son équipe désastreuse de marginaux. Ensuite, le trio entre dans la tour et le système annonce que leurs capacités ont été améliorées pour le nouvel étage. La mission est de vaincre 30 gobelins éclaireurs et Corsac donne des instructions à son maître pour qu'il se protège. Il prévient que les ennemis utilisent des fléchettes empoisonnées et peuvent attaquer par surprise à tout moment. À ce moment-là, une fléchette empoisonnée est dirigée droit sur la tête de notre héros. Caché, un gobelin se prépare à tirer la fléchette avec sa puissante sarbacane, mais l'assassin est plus rapide et parvient à arrêter l'attaque juste à temps pour sauver son maître. Immédiatement après, des dizaines de gobelins sautent des arbres, révélant qu'il s'agissait d'une embuscade.
Le serviteur dit au protagoniste de se replier et commence à esquiver une pluie de fléchettes empoisonnées. Le jeune homme réalise qu'il attendait et qu'il y a plus de 50 ennemis aux alentours. Désespéré, il crie à Goban de se mettre devant et de bloquer toutes les attaques du monstre. Les yeux brillants, le géant se prépare à montrer toute sa puissance en tant que bouclier humain. Son pied est alors enveloppé d'une énergie puissante alors qu'il se prépare à sauter. Goban bondit haut dans les airs et redescend comme un météore de lumière vers les gobelins effrayés. Les créatures sont hypnotisées par la lumière tandis que l'assassin se retrouve encerclé par d'autres ennemis. Juste à ce moment-là, Corsac lève les yeux et voit l'ombre géante de son nouveau compagnon le recouvrir. Avec un impact puissant, Goban fracasse le sol et envoie tous les gobelins voler. Même le serviteur est pris dans l'explosion et s'envole, irrité, maudissant le barbare pour son imprudence. Caché, le protagoniste est impressionné car les gobelins ne font pas le poids face à son nouveau serviteur. Les monstres restants essaient alors d'attaquer le géant avec leur sarbacane mais semblent nerveux. D'innombrables fléchettes touchent la brute qui dit que ça ne fait pas mal et que ça ne fait que chatouiller. Sur ce, il suit les ordres et charge les ennemis pour les achever tous d'un coup. Le jeune homme pense que le barbare devrait être de rang SR ou même SR et se demande s'il est de rang R parce qu'il est lent. De retour à la maison, il célèbre avec plusieurs boîtes de poulet frit en récompense de la victoire. Goban dévore joyeusement la nourriture et dit que ce truc de cuisine est très savoureux. L'assassin s'agace de l'erreur et le protagoniste pense que son équipe n'arrive pas à s'entendre. Soudain, le géant dit que son maître est une bonne personne, laissant le jeune homme sans voix. Il offre même sa vie pour plus de cuisine, mais le jeune homme dit que c'est lui qui a besoin d'aide. À ce moment-là, Corsac frappe le barbare et crie que la nourriture s'appelle du poulet, pas de la cuisine. Le héros se plaint de l'attitude du serviteur qui s'excuse en disant que le grand gaillard avait besoin d'une leçon. Le lendemain, le trio entre au 17e étage de la tour pour un autre défi dangereux. En arrivant au niveau 17, le jeune homme sent une vague de puissance qu'il peut à peine contrôler. Il sent son étalon sauvage intérieur s'éveiller et pense qu'il peut commencer à se battre maintenant. Mais ses compagnons lui disent de rester en retrait car c'est au niveau 20 que les joueurs deviennent trop confiants. La mission est de vaincre 30 guerriers gobelins et une horde de plusieurs dizaines d'entre eux apparaît. Le jeune homme se rend compte que la pression est immense et que les ennemis sont doués en tactique de combat. Il se souvient de la stratégie qu'il a vue, qui consistait à se replier dans la zone de sécurité et à attendre un peu. Ensuite, il était censé revenir et attirer les gobelins par petits groupes de 3 pour les vaincre lentement. Mais notre héros pense qu'avec son nouveau serviteur, il n'a pas besoin de stratégie compliquée. Avec un sourire confiant, il pointe simplement vers l'avant et dit au géant de foncer de toutes ses forces. Le barbare pousse un rugissement de puissance et le jeune homme rêve déjà de passer facilement le 20e étage. Puis il ordonne à son serviteur de les achever tous et se demande quelle sera la prochaine récompense. Sur ce, Goban est enveloppé d'une aura d'énergie jaune et crie fort avant d'attaquer. Il court vers les guerriers gobelins qui sont paralysés de peur par sa charge. Le chef des monstres crie alors un ordre d'attaque pour que ses soldats se préparent. Les gobelins forment rapidement une barrière de boucliers et de lances pour arrêter l'avancée du géant. Malgré cela, la brute court sans peur vers le mur de lance acéré. Il perce la défense ennemie avec facilité et les envoie tous voler grâce à sa puissance. Les créatures volent dans toutes les directions comme si elles étaient des poupées de chiffon face à la force du barbare. Le jeune homme reste bouche bée, un sourire niais aux lèvres, pensant que la performance de son serviteur est démente. Il compare alors la scène à des milliers de vélos essayant d'arrêter un char de guerre. Un écran du système apparaît et annonce qu'il a atteint un rang S++ au 17e étage. Le protagoniste est stupéfait du résultat pendant que son premier compagnon observe la scène. L'assassin pleure d'émotion pour le succès de son maître qui a maintenant une équipe beaucoup plus forte. Peu après, ils arrivent au 18e étage pour affronter les redoutables assassins gobelins. Sans hésiter, le jeune homme envoie Goban en avant et le géant passe immédiatement à l'attaque. À ce moment-là, les ennemis utilisent une capacité de furtivité et deviennent presque invisibles dans la forêt. Goban attaque alors et plusieurs gobelins apparaissent accrochés à son corps, le laissant très confus. Les gobelins s'accrochent au corps du géant qui ne comprend pas ce qui se passe. Notre héros regarde la scène un peu maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Sur ce, Goban s'énerve et traite les assassins de lâches en essayant de se les secouer. Soudain, un rire fort et moqueur résonne dans toute la forêt depuis les arbres. C'est l'assassin qui apparaît en se vantant et en disant qu'il va montrer comment nettoyer un étage avec classe. Il dit alors que la furtivité des gobelins n'est rien et active sa capacité de pas d'ombre. En un clin d'œil, Corsac commence à vaincre les ennemis avec une vitesse et une élégance incroyables. Le protagoniste se contente d'observer la performance de son serviteur avec un air surpris. Mais avec un sourire malicieux, il révèle que l'assassin est tombé droit dans son piège. Le jeune homme explique qu'il a stimulé l'esprit de compétition du serviteur, qui perdait de son éclat face à Goban. Maintenant, il veut qu'ils travaillent tous les deux dur pour lui obtenir plus d'emblèmes et d'avantages. Tenant sa masse, il commente qu'il est déjà autour du niveau 18 et se sent plus fort. Une aura puissante commence alors à émaner de son dos alors qu'il se prépare à combattre. Sur ce, le jeune homme déchaîne son pouvoir, la libération de l'étalon sauvage, et se transforme avec son nouveau visage de cheval. Il se souvient qu'il a vérifié les informations du guide avant d'entrer. Le guide disait que la furtivité des gobelins est de bas niveau, donc il peut les détecter. Il est confiant car il s'est beaucoup entraîné à son pas d'ombre au 15e étage.
Le héros utilise alors sa capacité pour s'approcher furtivement d'un des gobelins. Mais en atterrissant sur le sol, il finit par poser le pied maladroitement et perd un peu l'équilibre. Il crie alors de désespoir alors qu'il perd l'équilibre au moment même de l'attaque. Toujours en déséquilibre, il finit par frapper accidentellement la tête du gobelin avec sa masse. Le monstre vaincu, le système montre qu'il a déjà éliminé 10 des 30 assassins. Il essaie alors de cacher sa nervosité et dit que tout s'est déroulé comme prévu pendant la chasse. Mais soudain, un autre gobelin saute des arbres et charge pour l'attaquer par derrière. Pendant ce temps, l'assassin continue sa chasse élégante et a déjà accumulé 25 éliminations. N'en restant que 3 pour la mission, il se prépare à finir le travail rapidement. À ce moment-là, Goban apparaît, les poings prêts à frapper, surprenant l'autre serviteur. Le géant utilise alors une puissante attaque de zone, frappant le sol de ses 2 mains. Avec l'impact, les 3 derniers gobelins sont projetés au loin et la mission est terminée. Le héros a demandé à la brute de continuer à aider mais Corsac s'énerve qu'il soit dans le chemin. L'assassin est alors confus et se demande où son maître est passé au milieu du combat. Un éclair d'énergie bleue et violette illumine la forêt, indiquant que quelque chose s'est produit. Le protagoniste esquive une attaque de gobelin avec une vitesse impressionnante. Il touche sa tête, soulagé que son bouclier d'énergie l'ait sauvé d'une attaque dangereuse. Au sol, le jeune homme voit un autre ennemi avancer sur lui avec une dague à la main. Il se demande si c'est l'adrénaline mais ses sens semblent être beaucoup plus aiguisés. Sur ce, les mouvements du gobelin semblent être au ralenti pour notre héros. Ses yeux brillent intensément alors qu'il sent que le monde entier a ralenti autour de lui. Il utilise alors une attaque d'énergie rouge et détruit les 2 monstres d'un seul coup. Le système le récompense avec un rang S++ et son serviteur court vers lui en l'appelant par son nom. Avec un sourire, le jeune homme réalise qu'il a porté le coup de grâce au monstre. À cela, l'assassin s'agenouille de désespoir car son maître lui a volé l'élimination finale. Pendant ce temps, à l'administration, un agent est choqué par le nouveau record au 18e étage. Le directeur célèbre alors l'exploit et dit que le joueur mystérieux est inarrêtable. Il discute de la révélation de son identité, mais les agents pensent que ce serait trop dangereux. Sur ce, le chef d'équipe le classe comme un joueur de haut niveau qui nécessite une attention particulière. La nouvelle se répand et un journal rapporte le record de 18 étages consécutifs. À cause de cela, la nation entière devient curieuse de savoir qui est le joueur mystérieux. De retour dans sa chambre, le serviteur soupire de façon théâtrale, inquiet de quelque chose. Le jeune homme demande ce qui ne va pas et son compagnon dit que tout se passe trop vite. Il explique alors que la vitesse à laquelle son maître éveille son talent est effrayante. Mais le protagoniste fait l'idiot et se désigne en demandant s'il parle de lui. Avec un sourire niais, le jeune homme continue de faire semblant et dit que son serviteur plaisante. Corsac insiste que ce n'est pas une blague et se souvient du mouvement parfait qu'il a utilisé dans le combat. L'assassin dit que c'était un si bon mouvement que même lui aurait du mal à le copier. C'est pourquoi il craint que son maître ne devienne trop confiant et ne se mette en danger dans la tour. Le jeune homme essaie de le calmer en promettant qu'il ne fera rien de dangereux et qu'il chassera juste un peu. Bien que méfiant, le serviteur finit par accepter avec un air de pure inquiétude. Voyant la réaction, le protagoniste sourit d'un air suspect, avec un mauvais pressentiment dans l'air. Cela pousse l'assassin au désespoir total car il sent que son maître est sur le point de causer d'énormes problèmes. Goban retient le serviteur qui se débat en larmes et le traite d'idiot parce qu'il râle. En colère, l'assassin donne un coup de poing au géant en disant qu'il va le faire cuire dans une marmite. Sur ce, la brute tombe en arrière et renverse le réfrigérateur sur le sol de la pièce. Le jeune homme panique en voyant son précieux réfrigérateur se faire détruire dans la bagarre. Il leur crie alors d'arrêter de détruire sa maison et les renvoie sur le champ. Le cœur brisé, il pleure son kimchi que sa mère lui a donné, qui s'est renversé. Pour se changer les idées, il décide que le lendemain, il rendra visite à ses parents. Le lendemain matin, le jeune homme monte les escaliers de l'immeuble où vit actuellement sa famille. Arrivé à l'appartement, il ouvre la porte et annonce que leur fils est enfin là. De l'intérieur, une voix le salue et l'invite à entrer pour un moment. Il voit son père malade au lit tandis que sa mère le gronde de ne pas venir plus souvent. Le père essaie de se lever, mais la mère l'en empêche, et le héros l'aide à se recoucher. Le jeune homme demande alors des nouvelles de son frère, et la mère dit qu'il est parti acheter du tofu et qu'il sera bientôt de retour. La table est mise avec un délicieux ragoût que sa mère a préparé pour le déjeuner familial. Il demande si la famille a des problèmes, mais ses parents lui demandent de ne pas s'inquiéter. Sur ce, le jeune homme décide de tester leur réaction et dit que ce serait bien d'avoir un éveil. Son père le regarde avec surprise et le jeune homme devient nerveux, pensant qu'il a été trop direct. Mais son père et son frère éclatent de rire, disant qu'il est bien trop lâche pour la tour. Sa mère l'interroge sur son travail, et il dit que c'est son jour de congé, mais pense en lui-même qu'il a déjà démissionné. Elle remarque le mensonge dans son expression, et le jeune homme nie tout, devenant super embarrassé. Sa mère dit alors qu'elle fait confiance à son fils avec un doux sourire, mais elle l'avertit de ne plus jamais contracter de prêt privé, ce qui le fait paniquer. Il se souvient des usuriers et demande à sa mère ce qui est arrivé à son travail. Elle explique qu'elle a été renvoyée pour avoir tenu tête à un client difficile et ne pas s'être laissé faire. Le jeune homme se souvient alors de son père déclarant passionnément son amour pour sa mère dans le passé. Un arbre généalogique amusant montre que lui et son frère ont hérité des gènes bêta de leur père. Sur ce, il décide de leur parler de son éveil plus tard et profite du moment avec sa mère.
Alors qu'il part, son frère l'arrête et lui tend une enveloppe avec de l'argent pour leurs parents. Le protagoniste est un peu confus par ce geste et se demande ce qu'il veut. Il pense que le garçon est embarrassé à cause de l'argent de l'université qu'il a payé pour lui. Le héros essaie alors de le réconforter en disant qu'il comprend ce qu'il ressent, mais le petit frère saisit l'occasion et demande sa part d'argent de poche avec un sourire. Agacé, le jeune homme transfère 500 000 wons au profiteur et lui dit de ne pas les gaspiller. Peu de temps après, il apparaît devant le bureau de gestion des éveillés à Séoul. Le jeune homme dit que voir sa famille l'a rendu plus déterminé à prendre la tour au sérieux. Il se souvient qu'il aurait dû appeler avant mais ne veut pas revoir l'âge. Il entre donc en pensant au monstre plus fort. Il décide qu'il a besoin de plus de protection en plus du bouclier. Puis, à la boutique des joueurs, une vendeuse lui propose un bouclier doré super brillant. Le prix de l'objet est de 100 millions de wons, ce qui laisse notre héros complètement choqué. Il devient nerveux car le magasin est bondé, contrairement à la dernière fois qu'il y était. La vendeuse lui montre alors un bouclier rond en adamantium qui s'auto-répare. Il l'essaie et l'aime beaucoup car il est assorti à sa masse et décide de l'acheter pour 40 millions. Une fois le paiement effectué, il achète enfin le bouclier et se sent soulagé de son achat. Le jeune homme se rend compte que parler à la vendeuse était plus difficile que de combattre des gobelins. Prêt à rentrer chez lui, il prend une profonde inspiration, soulagé d'avoir terminé ses achats. Mais un homme s'approche de lui et lui demande s'il s'est éveillé récemment, le laissant confus. L'inconnu se présente comme Kwasek et dit qu'il est aussi un joueur comme lui. Il explique qu'il est au 30e étage et le protagoniste se sent intimidé par son niveau. Le jeune homme trouve l'homme très gentil et extraverti de lui proposer son aide avec des conseils. Choi Oh-seok dit au revoir et le héros se sent un peu mal à l'aise avec cette interaction. Il est envieux des compétences sociales de l'autre joueur et se demande s'il a une petite amie. De retour dans sa chambre, le jeune homme se prépare pour le prochain défi de la tour sombre. Il regarde son statut et voit qu'il est au niveau 19, il peut donc passer à l'étage suivant. Mais d'abord, il décide qu'il doit parvenir à un accord avec son serviteur concernant la sécurité. L'assassin est invoqué et semble se sentir mal à cause de quelque chose d'étrange. Le protagoniste exhibe alors son nouveau bouclier et le serviteur se plaint qu'il commence à apprécier le combat. Il dit que l'invocateur précédent parlait aussi de sécurité et le jeune homme promet d'être prudent. Le serviteur lui demande de ne pas foncer tête baissée et le jeune homme accepte avec un sourire quelque peu suspect. Il promet de sacrifier ses serviteurs pour s'échapper si les choses tournent mal et Korsak est d'accord. Mais au moment d'aller à la tour, l'assassin sent quelque chose d'horrible et a la nausée. Le protagoniste offre des raviolis à son serviteur qui est très content de ce traitement de faveur. Avec un immense sourire, il se prépare à manger et remercie son maître pour le cadeau. Pendant qu'il mange, le jeune homme demande si l'assassin a de la rancune et il nie la bouche pleine. Soudain, le serviteur prévient qu'il y a quelqu'un dehors avec une forte intention de nuire. Le jeune homme est choqué par la nouvelle et quelqu'un commence à frapper à la porte en l'appelant. Il dit alors à son compagnon de se cacher et active rapidement son bouclier d'énergie pour se protéger. Sur ce, le judas de la porte est détruit par un étrange appareil qui traverse le bois. L'objet tombe au sol et notre héros observe la scène, accroupi, sans comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, un homme armé d'un pistolet ouvre la porte et le salue d'un air sinistre. Le jeune homme est complètement paralysé de peur en voyant l'homme armé dans sa petite chambre. Il reconnaît alors l'intrus comme étant le type qu'il a rencontré plus tôt à la boutique des joueurs. L'agresseur le menace et lui dit d'ouvrir son inventaire avant que sa tête ne se transforme en passoire. L'homme presse alors l'arme contre le front du jeune homme qui est terrifié par la situation, mais le voyou remarque une aura sombre derrière le jeune homme et pense que c'est une cause perdue. Malgré tout, il crie, pensant que le jeune homme est faible et qu'il lui donnera tout avec un peu de pression pour montrer qu'il ne plaisante pas. L'homme se frappe la tête avec la crosse de l'arme, mais soudain, l'assassin apparaît derrière lui avec une dague étincelante et l'intrus est surpris. D'un coup rapide, le serviteur assomme le voyou qui tombe inconscient sur le sol de l'appartement. Notre héros reste sans voix, incapable de croire ce qui vient de se passer juste devant lui. Très excité, il félicite son compagnon pour son excellent travail et l'assassin est un peu troublé. Il est soulagé que son serviteur ait seulement assommé le voyou et ne l'ait pas éliminé. Le protagoniste se demande alors si l'intrus est un courtier d'objets, un type de criminel. Les courtiers sont des gens qui attaquent les joueurs en dehors de la tour, là où ils sont comme des gens normaux. Il se souvient de l'âge expliquant que l'équipe d'élite offre une protection personnelle aux joueurs. Le jeune homme pense que sans sa capacité d'invocation, il serait sûrement fichu. Le serviteur commence à nouer un ruban rouge et le jeune homme réalise à quel point sa capacité est puissante. Il dit à son compagnon de laisser le voyou là pour que la police s'en occupe. À l'administration, le directeur est furieux d'apprendre que le protagoniste est retourné à la boutique. Le chef d'équipe l'informe qu'il a acheté un petit bouclier de main et le chef soupire. Il spécule qu'il est un joueur de combat rapproché à cause de la masse et du bouclier. L'âge décide alors d'offrir une armure complète au jeune homme en cadeau, mais il reçoit un appel de la brigade des joueurs de la police et s'excuse pour répondre. En entendant les nouvelles au téléphone, le chef d'équipe est complètement choqué et sans voix. Il sort alors en courant du bureau et monte dans sa voiture pour se rendre sur les lieux. L'âge monte les escaliers de l'immeuble en courant, inquiet de ce qui a pu se passer. Avec un regard déterminé, il pense à ce qu'il fera s'il est arrivé quelque chose de mal au jeune homme. À la maison, la police arrête l'intrus qui se plaint d'un mal de tête et joue la victime. Le voyou accuse le protagoniste de l'avoir enlevé et l'officier décide de les embarquer tous les deux.
Le jeune homme désespère à l'idée d'être arrêté et s'imagine dans un guide pour rater en prison, mais le chef d'équipe arrive juste à temps et empêche les officiers d'emmener le jeune homme. L'intrus reconnaît l'âge et essaie de jouer la victime, mais le protagoniste est confus. Sur ce, le chef d'équipe s'approche et le voyou implore de l'aide en disant qu'il a été sauvé, mais l'âge le frappe d'un coup de poing puissant et lui dit d'arrêter ses mensonges éhontés. Le criminel tombe au sol, le nez en sang, ne comprenant pas pourquoi il a été frappé. L'âge l'accuse alors d'avoir tenté de nuire à un joueur et révoque son enregistrement sur le champ. L'âge ignore les supplications du voyou qui devient désespéré face à la situation. Il l'avertit que les services de renseignement s'occuperont de lui et l'homme est terrifié par la nouvelle. Le criminel implore sa pitié mais le chef le traite de récidiviste et promet d'enquêter. En colère, il dit douter qu'un avocat accepte de prendre une affaire comme la sienne. L'âge dit alors aux officiers que même s'il s'échappe, il reviendra toujours au même endroit. Après s'être débarrassé du malfrat, il demande au jeune homme s'il a été blessé avec une expression effrayante. Le protagoniste est un peu effrayé par son regard, mais l'âge est simplement inquiet. Sur ce, le chef s'incline et s'excuse, promettant que cela ne se reproduira plus. Il réalise qu'il ne peut plus attendre et décide qu'il doit protéger le jeune homme à tout prix. Le lendemain, le serviteur demande ce qui s'est passé et le héros lui dit que le voyou a été arrêté. L'assassin veut alors savoir où se trouve le centre de détention, mais le jeune homme lui interdit d'y aller. Peu après, il invoque Goban qui est ravi de recevoir 5 étoiles pour la première fois. Le trio entre ensuite au 19e étage et la mission est de vaincre 30 chamans gobelins. Les ennemis ne sont pas si forts et n'utilisent que de faibles malédictions et des flèches de feu. Sans s'inquiéter, le géant charge en avant pendant que les chamans préparent une attaque obscure. Le géant prend alors une profonde inspiration et se prépare à utiliser l'une de ses capacités spéciales. Avec un cri assourdissant, il déchaîne une onde de choc sonique qui brise la magie des chamans. Le protagoniste est impressionné, car son serviteur a réussi à annuler la malédiction avec une méthode barbare. L'assassin vole alors vers Goban et semble avoir un plan pour la bataille. Il dit aux géants qu'ils doivent nettoyer l'étage le plus vite possible et la brute acquiesce. Sur ce, le duo de serviteurs charge en avant ensemble pour vaincre tous les ennemis restants. Le serviteur élancé attaque avec sa dague tandis que le grand utilise sa force brute pour écraser les gobelins. Voyant la scène, le jeune homme saisit sa masse et son bouclier et s'apprête à rejoindre le combat, mais un écran système annonce que la mission du 19e étage est déjà terminée. Le jeune homme est surpris par la vitesse et voit ses serviteurs se tenir victorieux dans la forêt. L'assassin se vante et le protagoniste réalise qu'il a tout terminé rapidement pour le laisser de côté. Le lendemain, le trio entre au 20e étage de la tour, qui est réputé pour être très difficile. Le serviteur prévient que l'endroit est dangereux car tous les types de gobelins y apparaissent. Goban conseille alors à son maître d'attendre dans un endroit sûr pendant qu'il s'occupe de tout. La mission est de vaincre 100 gobelins et un hobgoblin, et le héros réalise qu'il sera laissé de côté. Le protagoniste ordonne alors au géant d'attirer l'attention de l'ennemi pour qu'il puisse attaquer. Plusieurs chamans et éclaireurs gobelins apparaissent soudainement, prêts pour la bataille imminente. En plus d'eux, un groupe de guerriers et d'assassins gobelins se prépare également à attaquer. Les assassins utilisent leur furtivité et se cachent dans la forêt pour une embuscade. Voyant les ennemis bouger, le serviteur refuse de rester immobile et d'attendre l'attaque. Puis le duo dynamique se met à courir à travers la forêt à grande vitesse, ne laissant qu'une traînée de lumière bleue partout où il passe. À ce moment, le grand type tatoué a une frayeur en réalisant que quelqu'un lui saute dessus avec une lueur bleue intense. Sur ce, notre héros apparaît volant dans les airs avec un regard déterminé, tandis qu'une puissante aura violette enveloppe tout son corps. Mais l'assassin aux cheveux roux panique complètement et se met à crier désespérément en voyant la folie que le garçon est en train de faire. Puis le garçon saute si haut qu'il ressemble à une fusée, esquivant les flèches des gobelins, tandis que le géant observe tout d'en bas.